Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'autre visage de la guerre contre les séparatistes anglophones. Un désastre économique et social se répand dans plusieurs villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, devenues au fil des ans le théâtre des affrontements armés et bien sûr des exactions perpétrées contre des populations civiles innocentes. Vous verrez dans ce journal comment une crise humanitaire se dessine sur les braises ardentes de la crise anglophone. 18 ans après avoir promis la santé pour tous, le gouvernement reconnaît l'échec du système de santé incapable d'assurer une prise en charge médicale optimale à un coût accessible. Pour masquer ces défaillances et dysfonctionnements, les pouvoirs publics multiplient les appels aux missions médicales humanitaires internationales. À cette occasion, nous ferons le point sur l'opération Mercy Ship qui est arrivée à son terme en cette année 2018. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un regain de tension dans les régions anglophones qui pousse les populations à déserter leurs villages et leurs localités, notamment des femmes et des enfants qui trouvent refuge dans la forêt, dans les champs ou alors dans d'autres villes éloignées des centres des affrontements armés entre, bien sûr, les forces de sécurité et les bandes armées, des populations victimes des exactions venant de toutes parts. Et le constat est assez inquiétant, une crise humanitaire se dessine déjà sur les braises ardentes de la crise anglophone. Reportage Stellambou et Julienne Berthe-Bissaye et Emos Fwanga. Ils sont plusieurs Camerounais des régions anglophones contraints de déserter leur domicile pour trouver refuge dans les forêts. Un déplacement dû aux violents affrontements entre forces de défense camerounaises et sécessionnistes. Originaires des arrondissements tels que Manfé, Batibo ou Bello, ils expriment leur mal. Je n'ai pas de maison, les cours sont interrompus. Je ne sais quoi faire. Il n'y a pas moyen de vivre à Manfé. Manfé est devenu très dangereux. Nous ne pouvons même pas nous mouvoir d'un village à un autre. Nous vivons seulement dans la forêt. À cause de cette situation, je suis submergée de larmes et la douleur est profonde dans mon cœur. Le regain de tension observé ces derniers jours dans le nord-ouest et sud-ouest présente à suffire la profondeur du mal. À cause de la crise, nous n'avons pas été capables de fonctionner comme il se doit. Toutes nos activités sont paralysées et nous vivons dans la peur. Je prie que les intellectuels sensibilisent les leaders sur ce que c'est que le dialogue, afin que les sécessionnistes, leaders de partis politiques, autorités religieuses et sociétés civiles trouvent une voie de sortie à cette crise. Edith Kawala, présidente du Cameroon People's Party, a tenu à apporter son soutien aux populations ayant trouvé refuge à Bamenda. C'est un aveu d'échec pour le gouvernement au sujet du système de santé camerounais, incapable d'assurer une prise en charge médicale optimale à un coût accessible pour la majorité des Camerounais. Le ministre de la Santé publique a reconnu ces défaillances et dysfonctionnements lors de la fin de mission médicale humanitaire de Mercy Ship à Douala. André Mamafouda qui a été reconnaissant pour ces milliers de patients qui ont été soignés gratuitement durant près d'un an grâce à ce bateau humanitaire médicalisé. On fait le point avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Hôpitaux sous-équipés pour la plupart, médecins et autres personnels médical payés au rabais. Difficulté d'accès aux soins de qualité pour plusieurs malades. Le système de santé au Cameroun est un grand malade. André Mamafouda le reconnaît. Et c'est face aux spécialistes de l'équipe médicale du bateau humanitaire Mercy Ship que le ministre de la Santé publique a fait cet aveu d'échec. Nous avons des faiblesses. Ces faiblesses, nous les connaissons. Nous n'avons pas suffisamment de moyens. Nous devons travailler avec les moyens et bien orienter ces moyens.
Nous avons des ressources humaines. Certes, elles ne sont pas bien payées, mais au fur et à mesure, ça s'améliore. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas nous comparer aux pays européens. Vous avez permis à des Camerounais du monde de la santé de croire qu'on peut aussi faire autrement. Vous avez permis à ce que les sceptiques de départ aujourd'hui sont unanimes que cette mission a été salutaire pour le pays. La mission humanitaire, dont le séjour arrive à sa fin au Cameroun au mois de juin prochain, était donc sur cette terre comme un messie qui a redonné du sourire à des milliers de Camerounais qui se sentaient condamnés par le poids de leur maladie, incapables d'accéder aux soins trop coûteux. Depuis le 16 août 2017, 2692 patients au total ont retrouvé la santé après leur prise en charge par les équipes de Mercy Ship. Parmi ces malades d'hier figurent 350 enfants et 1198 femmes. On a effectué environ 82 chirurgies orthopédiques, c'est-à-dire pour les jambes en arc. Il y avait 322 patients des chirurgies maxillofaciales. Il y avait 134 patients des chirurgies plastiques. 191 patients des chirurgies générales, 1494 patients des chirurgies ophtalmiques et 246 patients des chirurgies obstétriques. En arrivant, nous ne savions pas exactement à quoi s'attendre, mais je pense que je peux parler pour tout le bateau en disant qu'on est très content de la résultat de notre service ici au Cameroun et on a achevé les objectifs à peu près. En plus des malades soignés, les spécialistes de l'équipe médicale de Mercy Ships ont monitoré plus de 200 médecins camerounais dont les compétences et les capacités ont été renforcées dans plusieurs domaines de la chirurgie. Au lendemain de la suspension des importations du sucre, une menace de pénurie agite les marchés et provoque des tensions inflationnistes. Le ministre du Commerce tente d'apaiser les consommateurs et opérateurs économiques. Luc Magloire Mbarga Tangana affirme que les stocks observés chez le producteur local de sucre permettent de répondre à une demande camerounaise sur une longue période. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Il y a du sucre, bien que le sucre soit très sucré. Entendez par cette formule du ministre du Commerce face à la presse à Yaoundé à propos de la situation du marché du sucre au Cameroun. Il n'y a aucun risque de pénurie au sujet de cette denrée, mais nombre d'intérêts s'entrechoquent sur cette question. Après la décision du chef de l'État suspendant jusqu'à nouvel avis les importations de sucre au Cameroun, le ministre du Commerce a tenu à apporter des précisions au cours d'une conférence de presse. Au 30 avril 2018, les stocks sont de 52 000 tonnes. Stocks qui sont vérifiables dans les entrepôts de la Sosucam en Koteng et en Banjok au titre de la production nationale de la Sosucam. Et le stock des importations non mis encore sur le marché. Ces stocks non mis sur le marché, ils sont de l'ordre de 30 000 tonnes. Avec ce stock de 82 000 tonnes, le Magloire Mbarga Tangana projette que jusqu'à l'intersaison de la Sosucam, prévue en début juillet, la période d'arrêt des activités de cette entreprise, avec les 27 000 tonnes produits entre-temps, il y aura suffisamment de sucre. Au vu des chiffres, et ça c'est des données concrètes, rien ne peut plus modifier, on ne voit pas un cataclysme qui ferait que d'ici le 16 juillet, le monde soit bouleversé, qu'il n'y ait pas de production de sucre à la Sosucam. Se projetant sur une période de 6 mois, le ministre pronostique qu'il y aura donc de quoi tenir. La moyenne de la consommation est de l'ordre de 12 000 tonnes par mois. Nous aurons au 16 juillet 109 000 tonnes de stock pour une consommation mensuelle de 12 000 tonnes. Et cette consommation va couvrir 6 mois.
Il reste que des importateurs se plaignent de la décision du chef de l'État. Pour le ministre du Commerce, c'est parfois le non-respect des délais d'enlèvement de leurs importations qui les met en porte-à-faux. S'il a précisé que le soutien à la SOSUCAM s'inscrit dans une logique de patriotisme économique, Luc Magloire Mbaraga-Tangana n'en a pas moins souligné que la SOSUCAM devrait travailler à être plus compétitive à l'avenir, notamment dans sa stratégie marketing et commerciale. En attendant le prochain round de la bataille du sucre, le Ramadan qui commence ce 16 mai aura bien son sucre. Des éleveurs sont insatisfaits et mécontents de la stratégie de développement des différentes filières de leur secteur d'activité. La conception et la mise en œuvre du projet gouvernemental sont en parfait désaccord avec les attentes de certains éleveurs dans la région du centre et les critères d'éligibilité au financement sont hors de portée pour ces éleveurs de la région du centre. Pourtant, le gouvernement affirme qu'il souhaite travailler avec des coopératives d'éleveurs sérieux et actifs sur le terrain. Charles Milingui, Joël Essengue et Ike Cyril. Présenté en Tui dans le département du Mbamekim et au Bala dans le département de la Lekié, région du centre, le projet de développement de l'élevage n'a pas rencontré l'assentiment des populations locales. Vous venez seulement nous parler d'un projet qui existe ailleurs. Bon, pourquoi nous en fasse quoi? Qu'on applaudisse? Que non. Nous pensons que quand vous venez vers nous, c'est parce que vous pensez que nous sommes à même de rentrer dans le projet. Ou alors il s'agissait de nous préparer pour les 6 prochaines années parce qu'on a dit que tout est arrêté. Le projet est porté par le gouvernement du Cameroun sur financement de la Banque mondiale. Il vise à accompagner les producteurs locaux dans le secteur de l'élevage. Mais les populations jugent inaccessibles les conditions d'éligibilité au financement. Nous n'allons pas facilement mettre en pratique parce que les conditions d'éligibilité nous sont très difficiles. Ce que nous demandons, c'est que est-ce qu'ils ne peuvent pas peut-être ramener les conditions d'éligibilité à notre niveau? Ce qu'ils font, c'est des grands projets de 75 millions à notre niveau dans le Mamekim, la femme rurale de Ntui. Même si nous sommes 10J, nous ne pouvons pas atteindre. Il est demandé aux souscripteurs locaux une contribution à hauteur de 40%, ce qui, pour le petit éleveur, relève de l'utopie. Les modalités de ce projet n'est pas accessible à nous tous. Le projet n'est pas à notre niveau. C'est très fort les conditions qu'on nous donne. C'est le projet des grands messieurs. Ce n'est pas à notre niveau. Je ne sais même pas comment il faut venir se moquer des paysans comme nous. De là à penser que les pouvoirs publics veulent tout simplement justifier les dépenses, il y a un pas que les éleveurs de Ntui et Obala ont très vite franchi. Nous faisons partie intégrante du Cameroun. Et si un projet a lieu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous aussi nous pouvons bénéficier de cette sensibilisation et attendre notre tour. Il faudrait que nous comprenions une chose, ils sont venus justifier les dépenses. Mais face à la réticence des populations, les pouvoirs publics persistent et signent et encouragent les producteurs à se regrouper en association afin d'alléger les charges. Qui s'organisent en coopérative, parce que de nos jours, l'État n'aide plus les individus, qui s'organisent et de saisir cette opportunité afin de financer leurs projets. Différentes espèces animales sont concernées par le projet de développement de l'élevage Prodel, notamment la volaille, les bovins, les petits ruminants. Mais au regard des conditions d'éligibilité, les populations soutiennent qu'il s'agit d'un projet pour riches et non pour pauvres. Restons dans ce domaine agro-pastoral pour évoquer cette menace qui plane sur les cultures de maïs. Au Cameroun, il y a des insectes ravageurs qui s'attaquent aux feuilles et aux épis de maïs. Au Cameroun, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation a présenté au gouvernement une stratégie de lutte contre ces chenilles légionnaires. Plus de détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. La seule évocation de son nom suffit à faire perdre le sommeil à tous les agriculteurs, notamment ceux qui excellent dans la culture du maïs.
c'est la principale victime de l'attaque des chenilles légionnaires et aucune région du Cameroun n'est épargnée par cette menace. Depuis 2016, nous avons constaté sa présence au Cameroun. Les dégâts sont évalués entre 75 et 100% dans certaines exploitations. Elles touchent principalement les cultures céréalières et notamment le maïs. Si nous prenons seulement le maïs concerne 12 millions de Camerounais. 3 millions de Camerounais vivent et tirent leurs revenus de cette filière. Et quand c'est cette filière qui est touchée, vous devez comprendre l'urgence de la mobilisation. C'est conscient de cette menace qui traverse les frontières du Cameroun que le projet d'appui au contrôle de la chenille légionnaire a été conçu et est en cours d'implémentation au Cameroun. Il est financé par la FAO à hauteur d'environ 162 millions de francs CFA et vise à réduire au silence cet ennemi des plantes. Tout d'abord, on va commencer à sensibiliser les acteurs parce que comme les gens ne connaissent pas ces ravageurs, il faut nécessairement qu'on sache quels sont les tenants et les aboutissants, par exemple, de son dégât sur les cultures, c'est-à-dire l'impact que ça cause non seulement sur le rendement, mais sur les moyens d'existence des populations. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous allons renforcer les capacités au niveau des acteurs nationaux, mais aussi au niveau de toutes les populations qui existent au niveau du Cameroun et qui travaillent avec le maïs. Et nous allons mettre en place un mécanisme d'encadrement des producteurs. En attendant le début effectif du projet, les producteurs sont invités à faire preuve de vigilance et d'anticipation en cas d'attaque de leur plantation. Il faut rapidement faire la surveillance des exploitations. Lorsque les attaques dépassent les 30%, il faut intervenir chimiquement. Et il existe un produit sur le marché. Je ne veux pas faire la publicité, je donne juste le nom scientifique de la molécule. Emamectine benzoate qui permet de lutter efficacement contre cette chenille. Le sachet coûte 2000 francs et avec ce sachet on peut traiter près d'un demi-hectare d'une exploitation de maïs. Il est question, à défaut d'une éradication totale, de limiter la nuisance de la chenille légionnaire d'automne, ce qui devrait contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire. Tenez, pour la seule année 2016, le Cameroun accusait un déficit de 400 000 tonnes de maïs. Avec la menace des chenilles, le pire est à craindre. La chute des poteaux électriques est dénoncée à Batchenga, dans la région du centre. Les populations sont exposées à des risques d'électrocution. Elles se plaignent également des coupures intempestives d'électricité. Charles Melengui, Élisée Borba et Ike Cyril. Le danger guette les populations de la localité de Batchenga, située à la frontière entre les départements de la Lekié et de la Haute-Sanaga dans la région du centre. Elle côtoie au quotidien des poteaux électriques couchés à même le sol et qui peuvent causer des accidents. Nous sommes délaissés. Regardez, il y a deux poteaux qui sont là à Kounoubé. L'autre là est déjà pourri, mais ils ont préféré mettre la cale. Mais alors que regardez, nous sommes là, il y a des maisons à côté, il y a des enfants. Néo, chaque jour, Néo, il coupe le courant. J'ai fait sortir le bâton, mon bâton, je vais aller à Yaoundé, qui nous amène à réparer le courant. Les populations risquent donc la mort en côtoyant ces poteaux électriques à même le sol. Ça a failli nous causer des pertes de vie humaine. Dans le jour de l'incident, il y avait mon apprenti là dehors. Il était en train de monter un meuble. Bon, subitement, Dieu merci, ça s'est bien passé. Et les gens qui passaient même vers la route, personne n'a eu aucun choc. Elles subissent également les délestages qui plongent la ville régulièrement dans le noir et freinent l'activité économique. Le fait qu'il y a assez de délestage à tout moment, encore plus nous qui avons des entreprises, des ateliers comme ça, on souffre pour un non-respect des clauses avec nos clients, puisque le fait qu'il n'y a pas l'énergie à tout moment, il y a des délestages, on est obligé de supporter le coût, aller d'une ville à une autre pour aller geler nos pièces et revenir faire le montage sur place. De l'avis des populations, les responsables de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun sont au courant de la situation, mais tardent à réagir.
Au niveau de la facturation, quand ils arrivent, il y a des menaces. Mais au niveau de faire alors le travail pour le compte du client, nous sommes abandonnés. On ne sait plus à quel sens se vouer. Même Néo, même connaissait déjà la situation, puisque depuis un certain moment, eux-mêmes sont venus constater. Non, ça, on se disait au moment là qu'ils vont venir changer, ça a encore mis du temps. Un avis que partage le sous-préfet de la localité. Les responsables de cette société sont saisis et nous attendons qu'ils fassent leur travail. Des poteaux électriques défectueux et qui finissent par tomber, faute d'entretien, cela se passe de commentaires dans la localité de Bachenga, aux grandes dames des populations qui risquent gros. Parlons à présent du risque d'échec scolaire. Il est élevé dans la région du littoral et pour cause, les conditions d'apprentissage sont loin d'être optimales dans l'éducation de base. Autre problème observé, c'est le retard criard dénoncé dans la construction des salles de classe, mais aussi la distribution du paquet minimum. L'évaluation à mi-parcours de l'année scolaire a été faite lors d'une sectorielle qui s'est tenue à Douala. François Dikoumet et Leclerc-Sakem. La crise sociale qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun affecte l'éducation et traverse les frontières. L'avenir scolaire des élèves de ces deux régions est devenue une préoccupation nationale. Réunis ce jour à Douala pour leur sectorielle relative à l'évaluation à mi-parcours de l'année scolaire 2017-2018 et à la préparation aux examens et concours de la session 2018, les délégués départementaux de l'éducation de base pour le littoral se sont montrés préoccupés par le flux de ces élèves. Par rapport à nos enfants qui nous viennent des deux régions, je veux dire celles du nord-ouest et du sud-ouest, nous avons depuis la rentrée scolaire reçu environ 1794 enfants, et parmi lesquels les candidats aux examens. Entre-temps, nous avons également reçu des enfants qui nous arrivaient vers la fin du mois d'avril. Nous avons intégré, parce que le ministre nous avons instruit depuis l'année dernière qu'il faille ne pas abandonner ces candidats. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes rendus à un total de 778 candidats aux examens, ces candidats qui nous viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et naturellement, il y a eu un accroissement de nos candidats à ces différents examens. Nous sommes partis de 48 000 candidats environ au CEP l'année dernière à 49 447 cette année. Le First School a connu le même accroissement. Nous sommes rendus à 17 000 et plus de candidats. Le Common Interest pareillement, nous sommes rendus à 15 000 candidats à nos jours. Nous sommes à l'ère de l'école inclusive. Cette école inclusive est partagée partout dans toutes les différentes régions. Ça veut dire que les enfants du littoral sont prêts à accueillir les enfants du nord-ouest et du sud-ouest, tout comme les enfants du nord-ouest et du sud-ouest sont prêts à venir partager avec les enfants du littoral. Les patrons de l'éducation de base dans la région du littoral déplorent le fait que le paquet minimum arrive toujours avec un petit retard et invitent par conséquent les maires à se recycler sur ce processus. Ceux-là qui ont la charge de gérer le paquet minimum ne savent même pas ce que c'est qu'un paquet minimum. Et donc nous pensons à ce niveau qu'un recyclage des maires sera la bienvenue pour leur donner justement la possibilité de savoir ce que c'est qu'un paquet minimum. Qu'est-ce qu'on appelle paquet minimum? Quel est le contenu que nous devons mettre dans le paquet minimum, que nous devons mettre à la disposition? Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Il y a également, nous l'avons signalé plusieurs fois, l'arrivée tardive de ce paquet minimum. Ils ont relevé avec désolation le très faible taux d'exécution du budget d'investissement public pour ce qui est de la construction des salles de classe, latrines et autres. 35% pour le Mongo classé premier et 0% pour le Vori classé dernier. Le bilan est également peu élogieux pour d'autres projets réalisés cette fois-ci dans le cadre du contrat de désendettement et développement. Ils sont mal exécutés et non conformes aux besoins des populations dans la région du centre. C'est le constat que font Emmanuel Diop et Marcelin Gransop.
Le suivi indépendant du C2D dans la région du centre affiche des bons, mais surtout des mauvais points en 2017. S'agissant des mauvais points, le constat est alarmant. Je prends le cas de l'éducation où nous avons visité l'école publique de Nkolbison et l'école publique de Nkolanga dans la Moufoya Famba. Vous vous rendrez compte qu'en Nkolbison, les salles de classe sont construites. Elles ne sont pas équipées, elles ne sont pas occupées. Pourtant, il y a un besoin en infrastructure de ce côté. Dans la Moufoya Famba, les salles de classe sont effectivement construites, elles sont même occupées, mais elles ne sont pas protégées parce que les infrastructures annexes telles que les barrières qui doivent protéger cette infrastructure ne sont pas construites. L'infrastructure hydraulique pour fournir de l'eau aux enfants n'est pas construite. Heureusement que tout n'est pas que mauvais, tel que les enquêteurs de Dynamique Citoyenne ont pu le relever au cours de leur descente sur le terrain. J'en veux par exemple Nguy Bassal qui a pu, n'est-ce pas, bien exploiter ces hangars de marché, créer des marchés saisonniers, Bioura également. Ça a créé, n'est-ce pas, un engouement. Ce sont des communes qui ont compris l'affaire, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer un mouvement de développement décentralisé, mais lequel est adapté à la protection sociale des populations. Je voudrais féliciter les secteurs PNDP qui se comportent très bien. Dans ce sens, nous avons pensé donc renforcer les capacités des comités de veille qui vont nous aider dans la pérennisation de ces différents projets-là. Mais même dans les cas où les projets sont effectivement réalisés, selon les cahiers de charges, ils ne sont pas toujours bénéfiques aux populations. Par exemple, le hangar de Bafia, à Doninken plus précisément, qui a été livré depuis l'année passée, mais qui aujourd'hui végète encore dans la bourse. Et on se pose des questions parce qu'il faut savoir que, n'est-ce pas, ces projets-là viennent des plans communaux de développement. Ça veut dire qu'ils répondent, n'est-ce pas, aux besoins des populations. Ils sont censés répondre aux besoins des populations. Et lorsque nous avons des moments de boycott, lorsqu'on a par exemple des hangars abandonnés dans la brousse, ou peu occupés, voire pas occupés, ça veut dire qu'il y a eu un déficit au niveau de la concertation des acteurs. Le rôle du suivi indépendant est de contribuer à une meilleure exécution des projets financés par le C2D, afin que les populations, qui en sont les principaux bénéficiaires, en tirent le meilleur profit. Face à cette inadéquation entre les aspirations des populations et les projets réalisés au Cameroun, les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent-elles permettre d'améliorer la prise en compte des doléances et des besoins sociaux des populations? À Bafoussam, des communes expérimentent de nouvelles méthodes de collecte, de traitement et de stockage des informations relatives aux besoins sociaux des populations. C'est grâce au programme national de développement participatif qui séjourne à l'ouest du pays. Des précisions avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Les communes camerounaises, depuis des décennies, éprouvent d'énormes difficultés dans la collecte, le traitement et le stockage des informations sur le besoin de leur population. Hier encore, les maires s'appuyaient sur des comités populaires pour tenter de répondre aux aspirations profondes des habitants de leur municipalité. Ces structures de dialogue se battaient tant que possible à remonter les informations des différentes populations émanant de leur quartier. La gestion manuelle de toute la paperasse contenant ces informations ainsi collectées et traitées a connu un sérieux problème d'archivage. Tout ça a été stocké dans les documents qui souvent n'étaient pas très bien archivés. Toutes ces informations, on ne pouvait pas les utiliser en temps opportun, facilement. Face aux besoins pressants, les municipalités s'arriment à la modernité. Leur principal outil de travail, ce logiciel conçu pour la tâche. Le plan communal de développement par endroit était véritablement un document très volumineux et dont l'exploitation n'était pas aussi rapide au niveau des maires. Le PNDP a jugé donc utile de mettre au point un logiciel appelé ProADP, c'est-à-dire logiciel d'aide à la décision. C'est donc un outil de prise de décision à disposition des maires pour plus d'efficacité dans la planification des ressources disponibles, la recherche des fonds. Quand j'ai collecté ces données sur le terrain, je viens, je renseigne. Ça me permet enfin d'exercer de savoir
j'avais inscrit tel projet, je l'ai exécuté ou pas. Si je n'ai pas exécuté, je vais savoir que je n'ai pas exécuté. Puisque au fur et à mesure que j'ai une année en face de moi, j'entre tous les différents projets. Fini donc l'époque de manipulation des tonnes de paperasse, parfois avec disparition des données stratégiques. Même si le logiciel ADP ne garantit pas la bonne foi des élus locaux, les populations à travers le pays attendent désormais plus de diligence dans la concrétisation des promesses électorales des maires de leur localité. Restons à l'ouest où une pluie diluvienne et des vents violents ont provoqué de nombreux dégâts matériels à Banganté dans le département d'Undé. Des détails avec Jérôme Narcisse Sabzé. Les populations du département d'Undé dans la région de l'Ouest Cameroun ont été surprises dans la nuit de lundi à mardi dernier par un orage violent inouï qui a fait d'énormes dégâts. En plein centre-ville de Banganté, la désolation est à son comble parmi les populations. Le vent impétueux a ravagé plusieurs concessions, écrasant tout sur son passage. À quelques encablures de là, des arbres déracinés qui se sont abattus sur la chaussée, obligeant désormais les véhicules à changer de trajectoire. Toujours dans le centre-ville de Banganté, des bâtiments publics ont été touchés par les assauts du vent en furie. La sous-préfecture de Banganté, par exemple, a perdu une bonne partie de sa toiture. À quelques kilomètres de là, l'immeuble abritant les agences Eneo Kamwater a également vu son toit s'envoler, qui allait finir sa course sur la tribune des fêtes de Banganté, déracinant au passage de nombreux poteaux électriques. Ce véhicule, appartenant au conducteur des réseaux de l'agence Eneo de Banganté, n'a pas aussi échappé à la colère de ce vent en furie. Tout comme cette étude appartenant à une huissier de justice de la place qui a vu son toit s'envoler et les bureaux pleins d'eau et de boue. Approché, la désolation se vit sur les visages. Voilà. Et j'ai d'abord suivi un mouvement comme si les tôles voulaient s'arracher. Après, c'est pas moi, autour des plafonds, au bout des plafonds, des choses descendaient du toit comme les graines de sable. Après, j'ai vu les gouttes d'eau. Mais j'étais même avec ma fille, elle m'a serré devant mon bureau, un vent fort. Alors c'est là où dès que mon cabinet était inondé, et puis... Des cas similaires ont été également signalés dans d'autres arrondissements du département d'Undé. On se souvient que l'an dernier, presque à la même période, une violente tornade avait fait les mêmes dégâts dans le département d'Undé. Heureusement pour ce cas précis, pas de perte en vies humaines. Un public reportage dans ce journal. La récente journée internationale du travail a été une occasion pour les employés de la société des plantations du Haut-Pénia de faire valoir l'esprit du vivre ensemble et de la paix qui anime cette entreprise, leader de la production de bananes au Cameroun. Reportage. Vivre et travailler dans une cohésion parfaite, tel est le cheval de bataille de la société des plantations du Haut-Pénia, leader de la production de bananes au Cameroun. La philosophie de cette entreprise, située à Ndjombe, dans le Mungo, département du littoral, a été matérialisée comme il se doit à l'occasion de la 132e édition de la fête du travail où employés et employeurs ont communié dans une ambiance bon enfant. Un apéritif à cette journée, un championnat regroupant plusieurs entreprises a été organisé par la société de plantation du Haut-Pénia. Ce tournoi de football a suscité une grande participation du personnel et d'un public venu nombreux. Une occasion pour le directeur général d'apprécier la qualité de jeu de son personnel et de remettre les prix aux différentes équipes. Donc félicitations à tout le monde, félicitations pour l'organisation, félicitations, alors c'est pas que le directeur général, c'est l'ensemble du management de la PHP. Et ça aboutit, si vous voulez, à cette victoire du domaine sud, donc de la production qui a gagné, qui était la plus physique, qui était la plus technique aussi. C'était intéressant, c'est l'état d'esprit qui prévaut à la plantation du Haut-Pénia à la PHP. Une satisfaction partagée par le chargé d'organisation de ce tournoi. Nous sommes vraiment satisfaits et la finale aujourd'hui démontre qu'on a bien appris et tout s'est bien passé jusque-là. C'est une très belle finale à laquelle assistent des milliers et des milliers d'employés. On a envie de dire merci au directeur général qui a voulu
qui a bien voulu valider ce projet. Nous pensons et nous espérons surtout qu'à l'avenir, les choses vont se reproduire et qu'elles seront meilleures. C'est tiré à 4 épingles aux couleurs de l'entreprise fièrement arborée que le personnel de la société de plantation du Haut-Penja a signé son passage à la place du défilé en Konsamba, accompagné par des applaudissements. Le directeur des ressources humaines n'a pas hésité à exprimer sa joie. La PHP vit au quotidien effectivement le dialogue social. La PHP actuellement nous emploie environ 7000 travailleurs, 7000 en emploi direct. Nous œuvrons pour que le travailleur de la PHP soit épanoui. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que la PHP est certifiée par plusieurs normes. La célébration de la fête du travail à la PHP a aussi été l'occasion pour les employés de remercier leur hiérarchie. La PHP donne, dans le cadre social, essaie de donner à l'employé ce qui est le plus précieux et c'est le salaire parce qu'il est régulier et d'autres petits avantages comme la couverture sanitaire. Je ne peux citer que ces deux éléments. En Afrique, quand on dit merci, c'est qu'on demande davantage. Nous demandons à la direction générale de continuer à améliorer les conditions de vie des travailleurs. C'est par un mini-tourisme et des réjouissances que s'est refermée la fête du travail à la société de plantation du Haut-Penja. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.